Bonjour Mathieu Laine. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes professeur d'humanité politique à Sciences Po, vous êtes également entrepreneur et éditorialiste. Je vous ai invité parce que vous êtes un défenseur de la liberté. Alors on va revenir évidemment sur ce terme. Ça n'est pas si courant parce que peut-être qu'en France on préfère d'autres valeurs, peut-être par exemple l'égalité, mais on verra justement dans quelle mesure cette dialectique doit se décliner. En tout cas, vous publiez Les saisons de la liberté. Et on a aujourd'hui une échéance politique en France, celle bien sûr de 2027, alors même que le paysage politique français n'a jamais semblé aussi confus. Votre livre propose une grille de lecture très originale de l'histoire politique de notre pays, avec une métaphore donc qui est celle des saisons. Et peut-être pouvez-vous nous dire en quelques mots Oui. pourquoi vous avez choisi cette métaphore, Mathieu Laine. D'abord, c'est une ancienne métaphore de Ovide à Arcimboldo. Ça fait longtemps que beaucoup d'artistes se saisissent des saisons pour tenter d'analyser notre vie. Et dans mon travail, depuis maintenant près de 2 décennies, ce travail sur la liberté, j'essaie de prendre toujours du recul par rapport à l'actualité. Alors que les auditeurs ne s'inquiètent pas, je reviens vite à l'actualité, mais je trouve que pour l'analyser, il faut souvent prendre du recul. Et en l'espèce, j'ai trouvé que ce dispositif des saisons était très efficace pour traiter d'une chose qui, pour le coup, m'inquiète profondément, c'est notre rapport à la liberté. La liberté est mortelle, en vérité. Et Camus disait d'ailleurs très bien que quand elle meurt, eh bien, elle ne meurt pas seule. Et donc, pour alerter sur tout cela, pour donner aussi la possibilité d'analyser notre temps avec des outils que j'ai tenté de chercher, de trouver, tel un sourcier, hein, je vais chercher des sources, je les rassemble et puis j'essaie de construire quelque chose qui part des invariants humains pour analyser l'époque. Eh bien, les saisons se sont révélées être un dispositif efficace. Pourquoi ? Parce que, eh bien, la liberté meurt, mais avant cela, la liberté est bien née quelque part. Elle naît au printemps, c'est le printemps de la liberté. On est prêt à mourir à ce moment-là pour la liberté. Dans un moment comme la Deuxième Guerre mondiale pour nous, comme l'Iran aujourd'hui, comme l'Ukraine aujourd'hui, eh bien les gens sont prêts pour cette valeur seule à se battre et à perdre jusqu'à la vie. Vous écrivez, Mathieu Laine, ce sont les yeux ouverts que nous marchons vers l'hiver de la liberté. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous y rendons docilement, presque sans résister, comme portés par les vents mauvais d'une époque se dérobant sous nos pieds. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien c'est précisément le prolongement de la déclinaison. Alors même que la liberté a été mise au sommet, j'ai appelé ça le primat de la liberté au printemps. L'été, ce temps que nous venons de quitter. L'été, c'est le temps où la liberté étant au sommet, tout se déploie. On y reviendra sans doute. Mais en économie, c'est Joël Mokyr. Dans la Joël littérature, Mokyr, Joël Mokyr qui est prix prix Nobel Nobel d'économie. d'économie, qui viendra peut-être Mais oui, il est au Collège de France en ce moment. Il faut en profiter grâce à Philippe Aghion. Ils ont eu le prix Nobel ensemble. Ce sont des économistes qui ont mis en avant que le plus important pour le déploiement d'une société, c'est pas forcément le capital ou même le travail. En réalité, ce sont les institutions. C'est la liberté préservée par des institutions, des droits de propriété, des tribunaux indépendants, un système politique qui est pour le coup protégé de ces excès. L'été, malheureusement, c'est aussi le temps de l'ingratitude. Alors même qu'on a perdu jusqu'au sang pour l'installer au sommet des sociétés, eh bien, on finit par s'en détourner en considérant que cette valeur, elle est finalement là pour toujours, elle est éternelle. On s'en détourne pour d'autres valeurs, évidemment essentielles. Vous parliez de l'égalité, on peut parler de la fraternité, on peut parler de l'environnement, on peut Mais alors parler de ça, de la nation. Mais, pardon, pour finir sur ce raisonnement-là, malheureusement, quand ces valeurs commencent à passer au-dessus de la liberté, qu'elles brisent le primat de la liberté, on tombe dans l'automne. L'automne, c'est le temps des hommes forts. Et pour véritablement répondre à la question, l'hiver, c'est le moment où les hommes forts ne rendent pas le pouvoir. Et là, on y va les yeux fermés. Et donc, l'avantage de cette pédagogie des saisons, c'est de savoir se situer aujourd'hui où nous en sommes, mais également de pouvoir enjamber une saison. mais alors, Donc, justement, enjamber l'hiver. pourquoi ne pas avoir écrit, bon, peut-être que vous l'écrirez après, mais les saisons de l'égalité, par exemple, Mathieu Laine. Parce qu'il me semble que précisément dans notre pays, nous avons un culte de l'égalité qui est évidemment quelque chose d'essentiel. Moi aussi, je suis très favorable à l'égalité des droits, mais qui est devenu tellement excessif qu'on appelle cela aujourd'hui l'égalitarisme. Et c'est vrai que notre civilisation
en tout cas perçue de chez nous, elle est en train de passer à côté du premier de ces moteurs qui est la liberté. Donc j'ai voulu rappeler l'essentiel à partir de non seulement de l'économie, mais de la philosophie, de la littérature, de la poésie, de la peinture. La liberté, en réalité, c'est le cœur absolu. Si on regarde ce qui se passe d'ailleurs dans les programmes de la présidentielle, j'ai même été surpris, mais heureux, de voir que le programme du Parti socialiste met en avant l'importance de la liberté. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que si vous regardez tous les grands indices internationaux, la liberté recule partout dans le monde. Et il y a un nombre, le nombre de personnes qui vivent en démocratie est en train de s'atrophier. Si vous prenez l'exemple d'Orban, par exemple, Orban est quelqu'un qui a gagné par un programme qui mettait en avant la liberté défendue par un homme fort, sauf que cet homme fort a fini par atrophier la liberté, réduire les droits individuels, orchestrer autour de lui un système où les médias étaient tenus par quelques-uns de ses camarades. Et dès lors, vous avez un automne de la liberté qui aurait pu se terminer en hiver, mais qui est, fort heureusement, en tout cas, voyons, on verra ce que fera son successeur, mais remis en cause par l'élection et la démocratie qui l'a emporté. Donc tout ça, ce sont des sujets terriblement sensibles, mais terriblement fondamentaux. Et donc la liberté, j'ai l'impression qu'on n'en parle à peu près jamais. Euh, et si on en parle, c'est juste pour faire joli, et derrière, on n'en tire pas les conséquences. Vous rappelez dans votre livre Les saisons de la liberté, Mathieu Laine, ce qu'ont été un certain nombre de régimes illibéraux. Alors vous revenez par exemple sur le fascisme italien et vous dites qu'il faut lui rendre toute la violence qui fut la sienne, au-delà donc de l'image bouffonne, dites-vous, que l'on peut De avoir de Mussolini. Benito Mussolini. Et vous rappelez l'une de ces formules: le libéralisme a proclamé l'individu fini dans sa sphère égoïste, le fascisme le réintroduit dans l'État. Ça dit tout. On a dans le fascisme et dans ses déclinaisons, d'ailleurs en Allemagne ça s'appelait le national-socialisme, une détestation de la philosophie portant la liberté à son sommet. Pourquoi? Parce que tous les pouvoirs ont l'intention de croître. Les pouvoirs autoritaires, encore plus, puisqu'ils veulent s'approprier juste pour eux-mêmes le pouvoir et surtout le conserver. Et la pensée de liberté, la pensée libérale, au sens philosophique, politique du terme, c'est celle qui vient défendre la plus petite des minorités, c'est-à-dire l'individu. Et l'histoire qui ne se répète pas, mais qui, quand on la traite avec la raison, permet quand même de tirer quelques leçons, nous montre bien que les différents régimes qui ont pu se déployer, les différents régimes autoritaires qui ont pu se déployer au siècle dernier notamment, sont des régimes qui ont fini par tuer la liberté. Et c'est vers cela que l'on va. Quand on a une société qui est de plus en plus à mépriser l'importance du primat de la liberté et qui se soucie d'autre chose, elle finit par nous emmener vers un cauchemar à petits pas. Alors, donc, ça, c'est une option. L'autre option, c'est celle que vous rappelez pour la Révolution américaine, avec une autre question qui est une question en apparence purement économique, mais dont vous démontrez bien qu'elle est bien entendu politique. C'est la question de la fiscalité. Vous rappelez cette formule bien connue qui a servi de slogan à la Révolution américaine: No taxation without representation. Pourquoi donc est-ce aussi important de rappeler cette question-là, Mathieu Laine? Parce que il y a la fiscalité, quand elle est excessive, elle vient rompre des équilibres qui sont précisément fondés sur la liberté, l'incitation à déployer, l'incitation à créer. Si vous taxez exagérément, et pardon de le dire, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous, un certain nombre d'acteurs, eh bien, vous freinez la capacité à créer de la valeur et vous freinez la capacité à créer de l'argent public. L'argent public, ça n'existe pas. Il a bien été produit à un moment ou à un autre par l'argent privé, par les acteurs privés. Donc l'argent public, c'est l'argent qui est produit par les acteurs privés aujourd'hui ou demain. Demain, ça s'appelle la dette. Et donc, tous les systèmes qui méprisent la liberté individuelle, la capacité de créer, la capacité d'innover, et qui finissent par penser, comme dans une pensée magique, que tout peut être prélevé et redistribué sans prendre conscience
qu'il faut, avant de la liberté, avant de la créativité, se plante. Mais alors, pourtant, il y a beaucoup de discours qui tendent à dire que les plus riches d'entre nous ne sont pas taxés, pas suffisamment taxés, qu'ils échappent à l'impôt et qu'il y a une urgence à rétablir de l'égalité fiscale. Oui, à ce sujet, qui n'est vraiment pas le cœur de mon livre, je renverrai vers Antoine Lévy, Sylvain Catherine, qui sont des économistes qui enseignent aux États-Unis dans des universités très prestigieuses et qui ont décortiqué ce sujet pour bien mettre en avant qu'en réalité, la fiscalité est très importante dans ce pays et on bat à peu près tous les records. Et malheureusement, on voit bien que quand on va aux urgences ou quand on regarde nos classements dans des sujets aussi importants que l'éducation, la justice et d'autres grands critères, on se rend bien compte que avoir déployé autant l'État partout en création pas simplement d'impôts mais également de normes, bah, ne fonctionne pas très bien malheureusement. Et donc il faut commencer à regarder autre chose. C'est peut-être ce dont on pourrait parler au sujet de la présidentielle. C'est-à-dire que si les promesses de chacun, c'est de toujours en rajouter davantage, je crains malheureusement que nous avancions vers l'automne de la liberté. Être, c'est demeurer libre, c'est une phrase que vous rappelez de Pessoa, et c'est un essai, donc on l'a compris, qui est un essai politique avec une attention à la forme, Mathieu Laine, et puis aussi une bande son. On va Oui. en entendre quelques extraits car le compositeur Carole Beffa a composé de la musique accompagnant donc ces saisons de la liberté. Je vous propose un extrait du printemps. Les saisons de la liberté par Carole Beffa, donc le printemps. Quelques mots à ce sujet, Mathieu Laine. Moi, je pense que c'est assez original. C'est-à-dire que j'ai à la fois écrit ce livre, effectivement en prêtant attention à la forme, au style, et en même temps, j'ai confié à Carole Beffa, qui est mon grand complice en création, puisque nous avons écrit 3 contes musicaux pour enfants ensemble, y compris l'un d'entre eux qui est sur le podcast Au lit sur France Inter, et que nous avons des projets, je le dis au début de ce livre, des projets importants, puisque nous sommes en train d'écrire un opéra ensemble. Eh bien, ce compositeur Carole Beffa a lu ce livre, et je lui ai demandé d'écrire ces 4 saisons à lui, si je puis dire. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait demandé à Vivaldi, mais c'est très beau ce qu'il a fait. Et l'idée, c'est finalement de réconcilier à la fois la pensée et la création. Et parce qu'il y a aussi des messages qu'on arrive mieux à passer de cette manière, voilà, par l'art. Et je pense que c'est l'art qui nous sauvera. Et je suis très heureux que nous sortions ensemble ce livre chez Grasset et ces saisons de la liberté chez Warner Classics. Bon, je ne sais pas si l'art suffira à nous empêcher d'atteindre l'hiver que vous C'est évoquez. ce pourquoi on doit se battre, en tout cas. Et nous avons aujourd'hui encore un an avant la présidentielle, un peu moins d'un an d'ailleurs. Les informations qui vont suivre évoquent déjà les bruits politiques. Les saisons de la liberté dans le domaine du politique, qu'est-ce que ça donnerait, Mathieu Laine? Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous entrons, à mon sens, dans l'automne de la liberté. L'automne de la liberté, c'est le temps des hommes forts. Après le temps de l'ingratitude, le temps des hommes forts. C'est-à-dire que on voit émerger, c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai chez nous, disons des gens qui ont la prétention de régler tous les problèmes de manière simple, rapide, efficace et sans nuance. C'est évidemment extrêmement tentant. Je ne peux pas prétendre anticiper ce que les uns et les autres feraient, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous avez quand même certaines prétentions à la radicalité et à régler ces problèmes de la sorte. Sauf que l'automne de la liberté, c'est un peu... On a ça dans Molière, hein, ce sont les maladies qui se prennent pour leur remède. Si les solutions radicales, en réalité, méprisent le primat de la liberté, elles nous mèneront dans une situation bien pire. Je ne dis pas, là encore, que nous pouvons faire des comparaisons avec les temps anciens. Si vous regardez, si vous lisez le livre de Chaputto sur la République de Weimar et la manière dont les irresponsables ont pu laisser monter un pouvoir autoritaire, on se rend bien compte
que déjà à l'époque, Hindenburg, avant même Hitler, s'est saisi de l'article 48 pour pouvoir imposer une réduction des libertés au prétexte de l'efficacité. Et à la fin, on voit bien qu'en quelques années, ce sont bien des pouvoirs très dangereux et l'hiver de la liberté est arrivé. Et donc moi, je suis là pour alerter sur le fait que chacun doit avoir en conscience le risque potentiel de politique qui mépriserait le primat de la liberté contre les intérêts des personnes que nous sommes les uns et Mais les alors, autres. justement, parce que Johan Chapoutot tire argument, alors on l'a reçu ici, Je m'en souviens. de ce parallélisme avec l'écart temporel, mais il dit que finalement, c'est en quelque sorte l'extrême centre, les modérés qui ont livré l'Allemagne à Hitler. C'est bien mon sujet. C'est-à-dire que à force d'avoir une succession de dirigeants politiques qui s'enferment dans un interventionnisme à tous égards, qui ne cessent de dépenser, regardez l'évolution de la dette depuis 40 ans, qui ne cessent de mépriser le primat de la liberté pour lui préférer d'autres solutions, eh bien, vous menez à des régimes autoritaires. Mathieu Laine, les saisons de la liberté, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes évoquer donc cette dimension de l'hiver et de la lutte contre cet hiver de la liberté. Vous serez rejoint par un écrivain et éditeur, Charles Dantzig. Il publie Inventaire de la basse période. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Mathieu Laine. Vous publiez Les saisons de la liberté, un livre dans lequel vous évoquez sous une forme métaphorique les évolutions politiques que pourrait emprunter notre monde. Et puis vous esquissez un certain nombre de pistes pour y résister. Nous accueillons un autre écrivain, éditeur, Charles Dantzig. Vous publiez Inventaire de la basse période, mais vous êtes aussi un peu épidémiologiste, puisque on trouve dans cet inventaire de la basse période qui se présente comme une série d'entrées, c'est une forme de dictionnaire dantzigien, si j'ose dire, sur 444 pages, on va jusqu'à Zell, et on trouve éternuement. Alors je me dis que vous avez peut-être diagnostiqué l'hantavirus, et vous dites, je cite votre entrée, l'éternuement est un peu personnel. L'éternuement, la jouissance sexuelle, la naissance, la colère, le ricanement, la réaction, les sentences. Et ben voilà, c'est à peu près la moitié de ce qu'on vit. On vit un virus réactionnaire qui s'est emparé du pays. Et je crois qu'il a fallu une génération pour créer ça. Ça fait 25 ans qu'il y a un très long travail idéologique, à mon sens, dans ce pays, qui s'est manifesté. Mon livre essaie d'apporter une réponse littéraire à ça. Et la réponse littéraire, évidemment, c'est le langage. Et ça s'est manifesté par le langage. Et depuis 25 ans, on a vu d'abord apparaître des expressions destinées à discréditer tout ce qui était humain et destiné à protéger la faiblesse. Alors ça fait 25 ans qu'on entend politiquement correct, pensée unique, bisounours, confort intellectuel, maintenant wokisme, enfin les politiciens et bien des penseurs, car en réalité, ce qui est amusant, c'est que cette période réactionnaire a été en grande partie engendrée par les penseurs réactionnaires, et ils sont là à courir comme des poules dans le poulailler idéologique en criant wak wak wak, comme si ça existait et comme si c'était criminel. Et ça a été la première vague d'attaques par le langage, parce que je crois que les premières guerres sont les guerres des mots. Et on voit maintenant, en retour, les gouvernants et certains intellectuels aussi créer ce que j'appelle des mots cloches, qui nous rendent pareil à des bœufs suivant le son des cloches. Et ces mots sont tous destinés à nous inculquer l'obéissance et le respect de l'autorité. On entend sans arrêt précisément le mot autorité depuis 10 ans sans discontinuer, le mot sécurité, le mot identité qui est même très bizarre, sans même parler du mot génétique qui est aussi une façon de croire qu'on est forcément lié à une fatalité. Si j'ai décidé de vous réunir, Charles Dantzig avec Inventaire de la basse période et Mathieu Laine avec Les saisons de la liberté, c'est parce qu'on trouve chez vous aussi, Mathieu Laine,
j'allais dire un recours et un secours dans la littérature. Et vous avez relu, vous relisez les classiques, vous donnez un certain nombre de chroniques, vous les relisez. On peut y trouver par exemple un certain nombre de propos sur Zweig que vous affectionnez, par exemple dans les biographies qu'il a consacrées. Alors on trouve la biographie d'Erasme, par exemple, et il y a donc une communauté chez vous d'attention aux mots, aux livres et à la littérature. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une relecture de Zweig, par Ouais. exemple, actuellement? D'abord, en rebond de ce qu'a dit Charles Dantzig, l'automne puis l'hiver de la liberté, c'est la disparition des mots. Donc on est complètement aligné sur la simplification du langage, l'affaissement de la nuance est évidemment une attaque directe à la liberté et un pouvoir plus grand donné à un pouvoir qui devient de plus en plus autoritaire. Sur Zweig, j'ai relu notamment le Montaigne de Zweig. Il est très intéressant à l'aune des saisons de la liberté. Pourquoi ? Parce que quand Zweig fuit le nazisme, qu'il se retrouve au Brésil, il tombe sur les essais, il les relit. Il se rend compte que quand il les avait lus 20 ans avant, cet homme qui a écrit 350 ans avant lui, à l'époque, 20 ans avant, il se disait « mais finalement, il nous parle de chaînes que nous avons déjà brisées ». Et puis 20 ans après, il se dit « mais c'est fou, Montaigne parle de mon époque ». Et donc il y a effectivement, j'allais dire presque une ordonnance, comme un médecin pourrait le faire, littéraire pour sortir de cette tentation despotique qui, de l'automne, nous mènerait à l'hiver, qui, entre autres, comporterait le Montaigne de Zweig, qui nous donne beaucoup à comprendre de notre temps. Charles Dantzig. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez employé, outre ce que vous avez dit sur Zweig, c'est que vous avez employé tout à l'heure le mot nuance. Et moi, dans ce livre, je suis très, très contre la nuance. Et d'ailleurs, Zweig s'est laissé piéger par la nuance lui-même dans les années 20. Dans ma revue Le Courage, il y a quelques années, j'ai publié un texte inédit de Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, qui répondait très respectueusement à Zweig, qui était un ami de son père, car Zweig, dans un journal, ça devait être en 1925, quelque chose comme ça, disait oui, les jeunesses nazies, effectivement, sont un peu énervées, mais quand même, c'est de la modernité, c'est de l'énergie, etc. Et voilà de la nuance à laquelle Klaus Mann, qui a été le résistant qu'on sait, a protesté en disant « Cher maître, je pense que vous vous trompez et il n'y a pas à être nuancé envers ceux qui sont opposés à la nuance. » Bon, alors, dans l'entrée nuance, effectivement, vous dites tout votre courroux contre ce terme, Charles Dantzig. Alors, vous citez De Gaulle. Bon, vous expliquez que Vichy endormait les Français et De Gaulle tranchait en disant, premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Mais justement, toutes les choses ne sont pas aussi simples que le gaullisme et le pétinisme. Mais je crois que si. Alors, il va falloir que vous Je développiez. crois qu'il n'y avait pas de mystère à ce que certains partis soient des partis fascistes. Il n'y a pas de mystère Non. à ce que la réaction soit là. Donc Non, mais si on sort de la situation de la Seconde Guerre mondiale, puisque Dieu merci, on peut Non. être dans une situation historique où les choix qui se proposent à nous ne sont pas aussi simples que ceux qui étaient les nôtres pendant la collaboration. Mais Zweig, c'était pas pendant la guerre, c'était 20 ans avant ou 15 ans avant. Donc 15 ans. Ce que je veux dire, c'est que 15 ans avant, on voyait déjà... Alors non, en 25 ans, on voyait pas arriver la guerre. Non. Je ne sais pas quels sont les périls que nous traversons. On le verra dans 15 ans, probablement. Mais, parce que On les voit, toujours... vous les voyez pas maintenant, les périls ? Je pense qu'en réalité, quand je m'oppose à la nuance, c'est que j'ai constaté, ou il m'a semblé constater, que la nuance est toujours en faveur de la force et de la destruction. Jamais, enfin, je suis assez vieux pour avoir vu apparaître l'ayatollah Khomeini, et je me souviens de là, toute la gauche au garde à vous, disant « Ah mon Dieu, évidemment, il est peut-être pas très bien, mais le chat était affreux. » Ensuite, ça a été Erdogan. Ensuite, ça a été le premier mandat de Trump. Ce qui est vrai, le chat était affreux. Oui, mais enfin, on donnait des nuances au type qui arrivait, qui 15 jours après mettait les femmes sous voile, etc. Donc bon, c'était pas très mystérieux que le type n'était pas Mimimati. Et c'est toujours dans ces cas-là que ça se passe. La nuance n'est jamais invoquée en faveur de la faiblesse. Mathieu Laine.
Alors, la nuance, c'est pas le relativisme. C'est pas considérer que tout se vaut et que donc tout peut exister. En vérité, il y a bien des vérités importantes et le primat de la liberté que je défends, il s'impose à cela. Et pour le coup, il y a dans l'ordonnance littéraire quelques lectures qui font du bien. Si on lit Sa Majesté des Mouches et qu'on voit la confrontation entre le personnage de Ralph et celui de Jack, donc Jack, il est franchement pas dans la nuance, c'est un pouvoir autoritaire, il veut décider de tout. Et Ralph, pour le coup, il est par la conversation et la conviction, donc par la démocratie, il essaie de convaincre qu'il faut aller vers la liberté et la capacité à agir en responsabilité. Moi, je suis plutôt du côté de la nuance dans ce cas-là, effectivement, et de Ralph. À l'inverse, si on lit Ouris de Kamel Daoud, on voit bien que la radicalité de la guerre qu'il n'a pas eu le droit de traiter et pour laquelle il a été condamné, ce qui est abominable, est un magnifique sujet. Donc, et dernier point, il y a chez Charles Danzig, a raison, et nous avons les mêmes ennemis, la dénonciation de la radicalité de droite, si je peux le dire ainsi. Mais chez moi, j'ajouterais de la radicalité de gauche. Par exemple, Geoffroy de la Gannerie vient pour moi, un peu comme Curtis Yarvin, donc cet intellectuel, pseudo-intellectuel américain qui vient nous expliquer que, de droite, qui vient nous expliquer que pour s'en sortir, il faut remettre en cause la démocratie et créer une monarchie technophile avec un roi CEO ou dirigeant d'entreprise. De l'autre côté, on a Geoffroy de la Gannerie qui vient nous dire la démocratie, finalement, c'est dangereux. J'y vois peut-être un peu ce que vous dites là, Charles, mais j'ai peut-être tort. C'est dangereux, donc en gros, laissons plutôt voter les gens de gauche. Charles Dantzig, d'ailleurs, vous écrivez que le terme de liberté a été usurpé dans toute basse période. La nôtre, pardon, de période a réussi avec le mot liberté capté par les réactionnaires de tous les pays. Ce détournement d'acception est destiné à faire peur dans la mesure où l'on sait que cela veut dire liberté au brut. Mais alors vous parlez en face de Mathieu Laine qui, lui, publie Les Saisons de la liberté. Je pense pas qu'il veuille dire ça. Je pense Ah, que ça merci. fait partie Non, de... je pense qu'il ne veut pas dire ça, effectivement. Clairement, ça Mais fait partie... comment distinguer dans ce cas-là, la bonne utilisation du terme de liberté de ces usurpations? Le locuteur est important. Quand Marine Le Pen dit liberté, ça me fait plus peur que quand, je sais pas quoi, Édouard Philippe, Mathieu Laine, par exemple. quand Mathieu Laine dit le mot liberté. Enfin, le locuteur n'est pas sans être important dans ces affaires-là. Vous savez, ce que je crois, c'est que on est dans une période de simplification outrageuse où où nous sommes captés par les mots. Nous sommes dans une période de mots qui est décuplée évidemment par les réseaux sociaux et il n'est pas mystérieux que ce qu'on appelle les milliardaires technofascistes ont investi là-dedans parce qu'évidemment, ça leur sert à décérébrer les gens qui ne pensent pas. Il est quand un sociologue que vous connaissez bien a dit le médium et le message, EST, il a eu un coup de génie et on le voit bien avec Twitter. Inventer Là, vous un pensez médium à McLuhan. à McLuhan. Un médium qui dit vous aurez 140 signes pour exprimer votre pensée, maintenant ça a un peu augmenté mais ça ne change pas fondamentalement les choses, c'est quelque chose qui empêche la formation d'une pensée parce qu'on n'utilise plus que des mots et de là que nous avons un ring mondial maintenant avec les réseaux sociaux où les gens s'envoient des mots à la figure, c'est-à-dire des coups de poing. Et je pense que la littérature contre ça, moi je pense que les mots... En tant qu'écrivain, on me dit souvent, mon Dieu, les mots, c'est important pour vous, vous aimez les mots, etc. Moi, j'ai le plus grand mépris pour les mots, la plus grande indifférence pour les mots. Un mot, c'est un clou qui change de sonorité dans chaque langue et qui n'a pas beaucoup d'importance. Un mot peut être très dangereux. C'est un sujet largement débattu. Mais peut-être, mais moi, ce que je crois, c'est que les mots ont été inventés pour mentir et que les écrivains peuvent dire quelque chose qui s'approche de la vérité en faisant des phrases pour tordre le cou aux mots. Et Mathieu Laine, Charles Dantzig pose une question qui mérite qu'on s'y arrête. Le terme de liberté, il est effectivement utilisé souvent par des usurpateurs. Il est utilisé aujourd'hui lorsqu'on parle de liberté d'expression, mais on ne sait plus trop de quelle liberté d'expression il s'agit. Il est utilisé par des individus sur le plan économique. Je pense à Donald Trump, par exemple, qui se prévalent de la liberté du capitalisme alors qu'ils en dévoient les règles, comme par exemple la notion de concurrence, ou alors une notion peut-être encore plus importante dans le libéralisme économique, qui est le respect des règles de droit. Or, tout porte à croire que Donald Trump ne les respecte pas.
C'est difficile, c'est si fragile la liberté, c'est Jacques Prévert. Et c'est bien difficile de pouvoir utiliser ce mot parce que vous avez raison, il est utilisé par tous. Et quand je décris dans les saisons de la liberté l'automne, c'est la saison des hommes forts, c'est la saison où on s'approprie des mots pour les détourner, pour les violer. Et l'hiver, c'est la mort de la liberté portée par ces gens-là. Donc il faut décrypter ce qu'il se passe et il faut évidemment s'en saisir en comprenant que l'opposition est peut-être moins droite-gauche que liberté, servitude, société ouverte, société fermée, et que, moi je relirais la servitude volontaire, parce que ce n'est pas simplement par les hommes forts et le pouvoir autoritaire que l'anti-liberté se déploie, parfois on le désire. Alors, justement, dans les questions de servitude volontaire ou dans les manières dont on peut échapper à la barbarie, Charles Dantzig, vous avez une solution qui est peut-être un peu radicale. Je vais vous demander de la développer. On trouve une entrée Trump dans votre dictionnaire et je la lis. Trump aurait dû passer devant le peloton d'exécution à sa première tentative de coup d'État. La démocratie ne s'est pas fusillée, c'est son défaut. Mais oui, vous savez, je viens de dire que je n'étais pas nuancé, que je n'étais pas pour la nuance, je le prouve. Non, là, effectivement. Et c'est ce que dit aussi un personnage de la condition humaine de Malraux qui dit un peu moins radicalement, mais la même chose. J'ai vu les démocraties s'élever contre tout sauf contre les fascismes. Donc c'est quelque chose de manifeste et qu'on voit là. Et on voit que ces gens sont en train d'établir une tyrannie. Vous avez peut-être vu que le nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, que je ne nommerai pas, a écrit un livre qui s'appelle A Tyranny for the Good of the Victims, la tyrannie pour le bien de ses victimes. Ces gens ne se cachent pas. Donc il y a un désir d'imposer la tyrannie, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a aussi un désir de subir la tyrannie. Nous sommes dans un moment de désir tyrannique très fort où, pour telle et telle raison, des gens dont on a flatté la colère, les aigreurs, parfois légitimes, décident de se venger en acceptant la tyrannie. Bon, mais je pourrais convoquer une palanquée d'auteurs qui vous diraient que le peloton d'exécution, fût-il pour un tyran, est indigne de la démocratie. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. À ce moment-là, Alors, le je tribunal pourrais convoquer, alors je ne sais pas, ça veut dire Victor Hugo à Albert Camus. Non, Victor Hugo n'a pas parlé de... Victor Hugo a dit des horreurs sur Napoléon III. Je ne pense pas qu'il vous aurait soutenu. Horreurs, des horreurs, oui, mais pas des horreurs expliquant que celui-ci méritait la peine de mort. En tout cas, ce que vous dites, ça vient invalider le tribunal de Nuremberg. On a fusillé des gens qui étaient des fascistes et tout d'un coup, il ne faudrait pas le faire. Alors, on a fusillé des gens qui étaient, là en l'occurrence... Ils n'ont pas été fusillés parce qu'ils étaient criminels de guerre. Hein. Non, mais il ne s'agissait pas de crimes de guerre, il s'agissait de crimes contre l'humanité. Précisément, on a créé un délit spécifique, mais la question de la peine de mort, aujourd'hui, elle se pose autrement. Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. J'exagère à dessein. Je propose. Vous voyez, ça. Je propose aussi dans mon livre que le gouvernement, qui dépense de l'argent pour beaucoup de choses, dépense quelques centaines de millions d'euros pour distribuer gratuitement dans toutes les écoles le discours de la servitude volontaire de la Boétie, pour que les gens comprennent aussi cette phrase merveilleuse de la Boétie qui est « c'est le peuple lui-même qui se crée ses chaînes ». Bon, en tout cas, on a réussi et qui se coupe la gorge, il écrit. En tout cas, on a réussi à obtenir une nuance de la part de Charles Dantzig. Je la retire. Non, je pense que alors un point de divergence, un point de convergence. Le point de divergence, c'est sans doute que, bien sûr, il faut à mon sens, il faut dénoncer la réaction, mais la réaction, c'est bien à quelque chose. Et malheureusement, c'est aussi parce que l'on a trahi la liberté avant l'arrivée de personnages comme Trump que des Trump sont nés. Donc en fait, le souci de la liberté, il devrait être permanent et la liberté n'est pas trahie que par les réactionnaires. Ce qui nous lie, en revanche, c'est évidemment la littérature. Et pour rebondir sur ce que disait Guillaume Erner, je pense qu'il faut lire et relire tout Camus. Je le pense aussi. Je pense aussi qu'il faut lire. Alors, lire et relire, c'est compliqué parce qu'il a beaucoup écrit, mais en tout cas, en lire le plus possible. Du Paul Valéry, on écoute ce poète face au déclin de la civilisation. Toute civilisation est donc chose mortelle. Tout à présent pèse sur la pensée. Intensité et accélération des sensations. Vulgarité et uniformité développées par les moyens mécaniques. Falsification des valeurs par la publicité. Quantité et débit de la production qui s'opposent à la perfection et à la profondeur. Difficultés économiques. Enfin, pression de l'atmosphère politique. Incertitude et angoisse constantes. Entrave à la libre circulation des idées,
barrière morale de plus en plus haute entre les nations, volonté organisée d'incompréhension mutuelle, excitation à la haine et ravalement systématique des choses de l'esprit. Nous sommes éloignés de plus en plus des conditions primitives de l'existence naturelle et nous voici entraînés dans un état des choses dont la complexité, l'instabilité, l'insécurité, le désordre caractéristique nous égarent, nous interdisent la moindre prévision, nous ôtent toute possibilité de raisonner sur le passé pour en déduire quelques lueurs sur le futur. Inventaire de la basse période, c'est aussi ce déclin de la civilisation que décrit Valéry Vous savez que Charles-Dantzig. pendant la guerre à Londres, pendant quelques mois, quand l'issue de la guerre paraissait meilleure pour les Alliés, du côté français, on s'est demandé qui pourrait devenir le président de la future République ou de la République réétablie, et le nom de Paul Valéry avait été proposé. Ça n'aurait pas Par le été général si... de Gaulle. Non, pas par le général de Gaulle, par Jean Moulin. J'avais lu ça, moi. Par Jean Ah Moulin. oui, c'est Moulin qui l'a soufflé à de Gaulle. Et en fait, Heureusement que ce que, c'est ce pas que je veux Gaulle. dire aussi, c'est que pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que moi, je suis pour la hiérarchisation des dangers. D'abord, je ne suis pas tout à fait sûr que avant Trump, on ait attaqué la liberté. Je ne vois pas en quoi Obama a attaqué la liberté avant Trump. Et d'autre part, je comprends bien que l'extrême gauche puisse agacer, que la gagnerie vous agace, etc. Mais qui est dangereux en ce Il moment, m'inquiète, plus qu'il m'agace. qui est aux portes du pouvoir, moi je suis pour la hiérarchie des dangers. À un moment, il y a des équivalences qui ne peuvent pas se faire parce qu'elles sont dangereuses pour nous. Donc je crois qu'il y a des moments où il faut, premièrement, comme disait De Gaulle à Londres, l'ennemi est l'ennemi. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le danger venant de M. Mélenchon est bien plus grand qu'on ne le pense, que l'antisémitisme majeur qu'il déploie pour recruter est quelque chose de dangereux et que les sondages se trompent régulièrement et qu'il faut donc se concentrer aussi en tir nourri, inspiré de la littérature, mais également des valeurs universelles, contre la montée de ce désir-là. Mais en vous faisant entendre Paul Valéry, je souhaitais justement vous faire sortir du politique Charles Dantzig, parce que il y a ce sentiment, alors qui n'est pas nouveau, il y a beaucoup de textes de Valéry qui semblent à cet égard prophétiques, qu'un certain nombre de valeurs dans lesquelles nous croyons, le livre par exemple, la poésie, la littérature, tout ceci est en train un peu de nous échapper. Alors nous ne sommes pas les premiers à redouter cela, mais bon, peut-être qu'un jour cela arrivera. Vous avez raison, parce que, et d'ailleurs un mot que n'a pas employé Valéry et qui pourrait créer aussi une communauté, ou signifier une communauté de pensée dans cette matière, c'est le mot humanisme. Alors le mot humanisme est devenu un peu... je sais pas, j'ai l'impression que dans l'esprit de la plupart des gens, c'est une espèce de radicalisme cassoulet, un peu mou, qui veut dire qu'on hésite à dire les choses et on oublie que Bell, l'auteur du dictionnaire, ou Voltaire étaient des grands humanistes, ou Erasme, et que c'était des humanistes fouetteurs, et que Valéry était dans cette lignée-là. Et ce qui se passe, et ce que disait Valéry, au fond, tout est cyclique, et ce que disait Valéry, c'est ça, c'est qu'on attaque en fait la possibilité de penser. L'humanisme est une valeur qui vous réunit, Mathieu Laine. Vous l'évoquez dans les saisons de la liberté au sujet d'Erasme notamment. Oui, tout est cyclique, donc c'est bien le thème des saisons de la liberté. La liberté est mortelle, mais on peut éviter de la voir ou de la laisser mourir. Donc là, c'est là où il y a pour le coup un impact potentiel, et j'y crois, de l'agir non seulement personnel, mais également collectif contre ce mouvement-là. Et puis l'humanisme, c'est ce qui fait mentir Charles Dantzig. Ça veut dire qu'en réalité, il est dans la nuance, parce que c'est quoi ? C'est le respect de valeurs essentielles et la confrontation des idées contraires, et la capacité à tirer une vérité, non pas parce qu'elle aurait été dite, mais parce qu'elle aurait été créée ensemble. Un mot, Je Charles ne Dantzig. suis pas sûr que Voltaire était l'empereur de la nuance. Mais je suis sûr que la solution à tout cela, c'est non seulement pas les nouveaux, ceux qui se prétendent être Voltaire aujourd'hui, des deux côtés, et pas que d'un seul. Et pour le coup, moi je finirais peut-être par Camus. On étouffe parmi les gens qui pensent avoir absolument raison. Vive la confrontation des uns et des autres. Mathieu Laine, les saisons de la liberté, Charles Dantzig, inventaire de la basse période, avec en sous-titre Les Inhumanistes. Dans quelques